Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. 1986, quelle année! À l'époque, un trajet en TTC coûtait 45 cents pour les enfants et $1 pour les adultes. On pouvait s'acheter une paire de bas pour 77 cents chez Honesteads. Et la population de l'Ontario était d'environ 9 millions de personnes. Regardons quels étaient les sujets d'actualité pour la province à l'époque. Déclaration, c'est révolu. Question orale. Le leader de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je pense le moment était venu pour moi de revenir en Chambre avant que le député de Fort William n'enfile mes bottines. J'ai une question. Certes, le ministre est au courant que le président de Hydro-Ontario, personne qui en fait a bénéficié de l'appui du gouvernement, mais il faudra prendre de nouvelles décisions quant à l'avenir ici au cours des 2 dernières années, parce qu'aujourd'hui, dans le Toronto Star, on a pu voir il n'y a pas de crise qui existe. On va en discuter au cours des prochaines années, mais il n'y a pas de décision immédiate à prendre. Mais d'un autre côté, on a dit, d'après vous, que vous êtes prêt à vous rallier à Campbell et que c'est une question très importante, surtout par rapport au gouvernement. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord avec ce qu'a dit le premier ministre ou avec ce qu'a dit M. Campbell, le ministre? Monsieur le Président, pour ce qui est de cette question de donner de l'énergie électrique aux Ontariens, ma situation est très claire et l'honorable député n'a pas jugé bon de le répéter ici. C'est que tant et aussi longtemps que l'on va terminer Darlington, par conséquent, on a beaucoup de jeux, mais il faut également voir quelles sont les possibilités pour l'avenir, parce qu'il semblerait qu'avec Darlington, ça va nous prendre au moins jusqu'à 1990 ou peut-être même plus loin. Et c'était très clair dans l'article. Et on peut le voir également, étant donné que c'était une entrevue. Si vous voulez d'autres questions, je pense que c'est votre problème. Supplémentaire, j'aimerais simplement rappeler au ministre qu'en fait, Campbell traitait la question de Darlington. Il a dit, nonobstant de Darlington, il y aura une décision à prendre au cours des 2 prochaines années quant à savoir si oui ou non on va construire une nouvelle usine. Et ma question au ministre est de savoir s'il est d'accord avec le premier ministre, avec M. Campbell, parce que l'un dit qu'on a plus de 2 ans à prendre une décision, l'autre, il faut prendre une décision. Maintenant, on a le droit, au sein de cette Assemblée, de vous demander de quel point de vue avec quel point de vue vous ralliez-vous? Eh bien, Monsieur le Président, j'ai suggéré que l'honorable député devrait reconnaître que nous avons certes une marge de jeu concernant justement les besoins en énergie électrique pour la population de l'Ontario. Je ne trouve pas cela difficile à comprendre et nous avons encore beaucoup d'options qui s'ouvrent à nous. Et je n'ai encore pris de décision finale pour aucune. Supplémentaire, la dernière. Eh bien, j'aimerais demander ou prier le ministre de se rappeler des recommandations sur le comité spécial sur Hydro, parce que d'après ces recommandations, on demandait plus de responsabilité par rapport au gouvernement. Et je vous cite directement. Il, autrement dit les usines nucléaires, ou elle plutôt, constitue un article très important de ma liste. Maintenant, ma question au ministre est la suivante. Nous avons ici certaines déclarations faites auparavant, déclarations que vous avez faites lorsque vous étiez critique de l'opposition. On parle des politiques en matière nucléaire, également un communiqué que vous avez fait le 22 juillet, en juillet 1982, également en décembre 1984, où vous indiquez
que l'Hydro-Ontario sera un monstre sans tête, en quelque sorte. Et pour cette histoire de conservation, c'est une question ridicule. Et enfin, vous indiquez qu'Hydro-Ontario a besoin d'une rénovation complète et qu'il faudrait un nouveau président. Donc, M. Campbell devrait partir. Alors, comment se fait-il que vous dites ceci, d'un côté, alors que d'un autre côté, vous dites que vous espérez pouvoir convaincre Hydro qu'on devrait avoir la conservation comme l'une des priorités de cette compagnie? Eh bien, Monsieur le Président, Hydro-Ontario jouit des meilleures personnes dans le système ou dans le monde des affaires. Bon, alors laissez-moi recommencer. Monsieur le Président, je recommence. Hydro-Ontario a des meilleures personnes d'affaires, ou plutôt des représentants dans ce secteur d'énergie du monde. Et on essaye de maximiser justement l'énergie. Et toutes ces choses, M. Campbell est prêt à le reconnaître. Et nous avons la collaboration nécessaire afin de pouvoir avancer, surtout pour ce qui est de la position de Hydro-Ontario dans l'avenir. Surtout pour une question de conservation, je suis sûre que cela va se passer. Ouais, vous êtes sûr, mais vous faites rien parce que toutes ces personnes sont une bande d'incompétents. Ma question, Monsieur le Président, ma deuxième question s'adresse au trésorier et au ministre du Revenu. Le trésorier se souviendra qu'il a dit le 26 octobre qu'il ne divulguera pas les renseignements sur l'évaluation d'une étude de marché, des politiques foncières en l'occurrence. Et plus tard, quelques jours plus tard, le 28 octobre, soit 2 jours plus tard, on n'a pas fait seulement ça, mais en plus, on a réclamé la divulgation de ces données. Le ministre pourrait-il expliquer pourquoi il pense que les Torontois payent ce genre d'impôts sans qu'ils savent pourquoi ils payent, alors qu'on devrait peut-être leur dire pourquoi? Monsieur le Président, je suppose qu'on n'a pas besoin de cette réévaluation foncière avant 1988 et peut-être même pas avant 89. Et étant donné qu'il y a 2 années fiscales avant cela et qu'on risque d'avoir un appel d'après l'ancien système. Et telle est donc l'opinion des représentants du ministère du Revenu. Et l'on pense qu'il ne va pas de l'intérêt des contribuables ici. Et je suis sûre que l'honorable député ou leader de l'opposition est au courant que mon prédécesseur, le ministre du Revenu de Oshawa, et son propre collègue étaient d'accord avec ce que nous avions dit. Supplémentaire. J'aimerais rappeler le trésorier ici que son leader a promis que ce serait un gouvernement sans entrave, sans obstacle, que tout serait ouvert. Et j'aimerais également vous rappeler que le conseil de métro, le Metro Council, a indiqué, d'après une motion de Jim Rollins, quelqu'un de fort bien connu, a proposé cette motion pour demander ces renseignements. Et cette personne, donc, a proposé, Jane Rollins l'a proposé. Et ils sont prêts à souffrir tous ces impacts et ils pensent que l'on devrait l'ouvrir au public et que ces renseignements devraient être offerts au public. Et quoi qu'il en découle de ce processus devrait se passer. Pourquoi alors est-ce que vous indiquez aux municipalités qu'ils ne sont pas en mesure de partager ces renseignements avec le contribuable? Eh bien, je crois que c'est pour la même raison que le député de Durham-West, mon prédécesseur conservateur, pense que l'on ne devrait pas divulguer ces renseignements au public. Mais j'aimerais répéter une réponse que j'ai déjà formulée la semaine dernière, c'est-à-dire que les représentants du ministère du Revenu consultent justement le public au sein des bureaux du Metro Council et
Nous ne voulons certes pas cacher des renseignements à ces représentants de Metro Toronto, mais nous voulons avant tout leur indiquer quelles seront les difficultés qu'ils risquent d'avoir à confronter. Supplémentaire, dernière, je crois que c'est franchement des circonstances assez remarquables où tout ce que le trésorier trouve à dire est en train de faire allusion à ce que l'un de ses prédécesseurs aurait dit. C'est vous maintenant qui êtes au pouvoir, vous deviez au moins répondre de ceci. Et lorsque j'indique au trésorier que j'ai eu l'occasion de lire ses commentaires alors qu'il est en train de répondre à mon collègue de Mississauga-Est concernant le même sujet, et c'est là très intéressant parce que dans le fond, ce que le trésorier dit, c'est qu'il craint qu'entre maintenant et 89, il y ait trop de contribuables qui fassent appel à ceci parce qu'ils pensent avoir droit à une baisse de leur taxe foncière. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit, le trésorier? Ça veut dire qu'il ne veut pas reconnaître aux centaines de milliers de propriétaires de la communauté urbaine de Toronto de bénéficier d'une baisse de taxe foncière. Parce que peut-être ces personnes souffrent d'une mauvaise évaluation de ces taxes foncières. Comment est-ce que vous pouvez créer une entrave ici à toutes ces centaines de milliers de personnes qui payent peut-être trop? Eh bien, Monsieur le Président, je sais que peut-être c'est évident dans certains cas, mais pas à toutes les personnes. Si l'on passe à cette évaluation tout de suite, ce ne serait pas favorable. Mais si on le passe dans 2 ans, quiconque qui a une évaluation plus basse le recevrait, mais quiconque qui a une évaluation trop élevée ne le recevrait pas. Et le fait que cela préoccupe les municipalités est intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équité pour tout le monde. Pour ceux qui devraient avoir une évaluation foncière plus élevée et, au contraire, plus basse. Par conséquent, nous essayons d'aider, dans toute la mesure du possible, la communauté urbaine de Toronto. À l'ordre. À l'ordre, j'aimerais indiquer au député de Scarborough Centre qu'il ne s'agit pas du député de Brantford. Nouvelle question, le député de York Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la fournaise parlante, le ministre de l'Énergie. J'ai été surpris par le nombre de gens qui ont regardé en ma direction. Toutefois, je parle toujours au ministre de l'Énergie. Voilà ma question. Quand il a répondu à des questions plus tôt, il avait dit qu'il pensait qu'il y avait une marge de manœuvre en ce qui concerne les projets futurs. Je me demande s'il peut nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par cette marge de manœuvre avant la construction d'une nouvelle centrale nucléaire. Monsieur le Président, je pense que nous avons eu de très bons conseils du comité spécial et qu'ils vont jouer un rôle très important dans la direction que nous allons prendre. Le fait est que tous les députés de cette Chambre doivent s'intéresser afin de savoir dans quelle direction on s'en va. On va faire une étude de sécurité et de fiabilité. Je crois que c'est malheureux qu'on ne veuille pas comprendre, mais je crois quand même qu'on a la situation bien en main. Question supplémentaire. Nous recevons une histoire différente tous les jours et aussi à toutes les questions. Je voudrais demander au ministre s'il peut nous expliquer, étant donné que celui qui est responsable de l'hydro à cette Chambre, je me demande s'il peut expliquer la différence entre les prévisions faites par M. Campbell à la fin de semaine dernière et les prévisions que Hydro avait faites il y a 8 mois au comité spécial dont le ministre a parlé en si grand bien. D'après le comité, en l'an 2004, la capacité répondrait aux demandes. Mais maintenant, on dit qu'il va y avoir une crise vers le milieu des années 90 de ce siècle. Je voudrais demander au ministre qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers 8 mois pour que l'Hydro change leur déclaration de façon si considérable. Qu'est-ce que vous faites en tant que ministre afin d'exercer un type de contrôle sur l'Hydro de l'Ontario afin que nous ne continuions pas à recevoir le même type de déclaration où on augmente la demande au cours des 10 à 20 dernières années?
Monsieur le Président, le ministre de l'Énergie s'est intéressé beaucoup aux questions de projection et aux questions d'exigence énergétique. Je ne veux pas citer des chiffres avant d'avoir eu l'occasion d'étudier si ces chiffres sont valables ou non. Mais comme je l'avais dit plus tard, je suis prêt à étudier toutes les prévisions et de ce que nous devons faire. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, nous avons un ministre de l'Énergie qui ne sait pas ce que Hydro est en train de dire. Il n'est pas prêt à répondre des déclarations de Hydro. Je voudrais demander au ministre, j'ai une photo ici prise de son dernier rapport annuel. Il y a une photo du ministre avec Dudley le dragon, qui, je pense, est la mascotte adorable du ministère. C'est très clair qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président. Le chien qui aboie, Dudley le dragon et Vincent Cario ont tous été avalés vivants par la fournaise parlante. Vous n'avez rien à dire quand on vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous ne remplissez pas bien votre poste de directeur? Pourquoi est-ce que vous ne nous montrez pas la voie plutôt que de répondre comme vous le faites à chaque fois qu'ils ont parlé d'une augmentation de demande? Monsieur le Président, le fait qu'on est ici et qu'ils sont en face, c'est que la population de l'Ontario nous fait confiance pour faire ce qu'il faut faire. Pour prendre les mesures nécessaires pour assurer que le centre de l'industrie secondaire au Canada ait l'électricité nécessaire pour le chauffage et faire tout ce que nous faisons avec des ressources qui sont indigènes à la province. Nouvelle question. Le député de York Sud. Cela va rendre le film Invasion of the Body Snatchers en quelque chose de très faible, Monsieur le Président. En l'absence du ministre de la Santé, Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Je me demande si le Premier ministre peut nous dire combien des 9802 violations, infractions dans les maisons de soins infirmiers ont entraîné des accusations et des condamnations. Non, je ne peux pas. Question supplémentaire. Malheureusement, aucun de vos prédécesseurs ne pouvait le faire. Et la réponse à cette question, Monsieur le Président, étant donné que le Premier ministre ne sait pas, c'est qu'il y a le chiffre est 4. Il y a eu un total 4 condamnations et il y a eu 86 accusations. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire comment ça se fait que toutes les accusations qui n'ont pas entraîné des condamnations ont été retardées pendant plus d'un an parce que dans la plupart des cas, la Cour a rejeté les accusations, les règlements ont été changés. Pourquoi est-ce que le gouvernement a eu 13 mois afin de mettre à jour la loi et changer les règlements de sorte qu'il devient impossible d'accuser qui que ce soit et de les condamner dans cette province? Monsieur le Président, si l'honorable député connaissait la réponse, pourquoi est-ce qu'il a posé la question? Il veut tout simplement placer le gouvernement dans une position difficile. Pourquoi est-ce qu'il ne pose pas des questions à propos des choses qu'il ne connaissait pas? Peut-être à ce moment, je pourrais lui répondre. Je vais lui dire quelque chose, mais peut-être il connaît déjà la réponse. Je voudrais nous dire que le ministre est en train de travailler au changement, aux modifications à la loi et
Je crois que ces modifications vont faire plaisir aux députés. Dernière question supplémentaire, Monsieur le Président. Je voulais voir si le Premier ministre était au courant de ce qui se passait au sein d'un ministère qui, à un moment donné, il avait reconnu avait des problèmes. Je voudrais savoir si lui ou le ministre de la Santé ont l'intention de faire quoi que ce soit pour régler ce problème. Comme question supplémentaire, je voudrais demander au Premier ministre s'il peut nous expliquer pourquoi, quand il y avait un problème avec la maison de soins infirmiers Arcade en 1983, comment ça se fait que cela n'a pris que 13 jours pour que la Chambre se soit mise d'accord à propos d'une loi qui permettait des accusations et que maintenant, cela prend environ 13 mois pour que le gouvernement donne sa réponse à un jugement sur la maison de soins infirmiers Elmtree. Et il y a eu des retards et toutes sortes de retards. Pouvez-vous expliquer comment ça se fait que c'était possible en 1983, mais qu'il n'est pas possible en 1986 de faire quelque chose d'après la loi? Je présente des excuses à l'honorable député. Je ne peux pas répondre à sa question en détail. Je vais diriger cette question au ministre responsable et peut-être qu'il pourra vous donner une réponse et nous allons partager les renseignements avec vous. Mais je veux, comme je l'ai dit plus tôt, le ministre étudie les modifications à la loi sur les maisons de soins infirmiers. Nouvelle question. Le député de Sudbury. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Cela fait environ 1 an et demi que vous êtes ministre du Logement et nous avons vu que le taux d'appartements libres dans cette province ne cesse de diminuer. Pour la ville de Toronto métropolitaine, c'est 1/10 de 1%. Qu'avez-vous l'intention de faire? Monsieur le Président, je crois avoir répondu à cette question à plusieurs occasions. Le rapport dont vous parlez fait état d'un retard de 6 mois. Je crois au cours des 6 derniers mois, il y a eu toutes sortes de nouveaux projets en construction. Au cours des 6 derniers mois, je vous offrirai le travail d'aller commencer à creuser pour la mise en chantier des projets de construction. Il y a eu des projets de construction pour des logements sans but lucratif de l'ordre de 1500. Il y a tout un retard à combler et en fait, nous avons ajouté plus de 3000 logements locatifs. Question supplémentaire. Monsieur le Président, nous savons que vous donnez des permis de construction, mais nous savons aussi qu'il n'y a pas le nombre de logements locatifs construits qu'on devrait avoir. Disons, dans la ville de London, au début de 1986, une population de 260 000 personnes, il y a davantage de construction que dans la ville de Toronto. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas encourager la construction dans la ville de Toronto? Il y a des gens ici qui payent le pas de port, qui doivent faire face à toutes sortes de difficultés. Il y a d'autres qui meurent à l'extérieur. Quand est-ce que vous allez prendre des mesures appropriées? Si je comprends très bien les députés, est-ce qu'il veut dire que les logements locatifs qui sont en voie de construction ne devraient pas être là? Il y a eu des cas de négligence à Thunder Bay, à Sudbury. Est-ce que nous devrons les déménager à Toronto? Je peux vous le dire, Monsieur le Président, que la population de Toronto est très contente de ce que nous faisons à la suite des années de négligence. Nous allons traiter la question de London plus tard. Nouvelle question, le député de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, vous avez fait une déclaration le 20 août cette année
Vous avez dit que le gouvernement avait décidé d'accepter la recommandation du comité spécial sur l'énergie et que le ministre de l'Énergie doit nommer un comité indépendant pour revoir sur une liste de priorités le caractère sécuritaire des centrales nucléaires CANDU de l'hydro de l'Ontario. Vous avez par la suite annoncé que le comité commencera ses travaux cet automne. Est-ce que le ministre peut nous dire quand il va annoncer la nomination de ce comité? Monsieur le Président, compte tenu des incidents qui ont mené à la situation qui nous forcerait à étudier le caractère sécuritaire des réacteurs CANDU et compte tenu du rapport du comité, nous avons indiqué que nous sommes prêts à ce que les réacteurs soient étudiés par des scientifiques de renommée mondiale. Nous avons aussi l'intention de demander la permission, la participation du gouvernement fédéral. Je ne retarde rien, mais je vais indiquer que M. Mas, le ministre de l'Énergie fédérale, a donné son approbation et est très heureux de participer à toute cette opération. Alors, je voudrais dire à la Chambre et à l'honorable député que nous sommes sur le point de choisir les membres de ce comité et ce sera très bientôt que nous allons annoncer les membres de ce comité. Question supplémentaire. Compte tenu des questions qu'on vous a posées aujourd'hui et compte tenu du fait que vous allez dire exactement quelle est la marge de manœuvre que nous avons en ce qui concerne le processus de planification pour l'énergie en Ontario, pouvez-vous assurer la Chambre en termes très précis qu'il n'y aura pas de décision importante prise à propos de toute expansion du programme nucléaire jusqu'à ce que cette étude soit complétée? Monsieur le Président, bien sûr, j'ai entrepris cette étude qui sera très importante. J'ai aussi indiqué à la Chambre de nombreuses initiatives que nous étudions et qui concernent la question de production d'énergie dans la province. La liste augmente. Il s'agit d'un taux de charge élevé, d'une marge de manœuvre. On parle des limites de 20 de surplus, la capacité hydraulique supplémentaire. Nous étudions tous ces aspects en même temps que nous étudions les réacteurs CANDU. Je suis heureux en fait que l'honorable chef du troisième parti pense que c'est assez important de poser de telles questions à la Chambre. Nous serons très heureux de leur faire part de toutes les informations que nous allons recevoir. Nouvelle question, le député de York Centre. Le député de York Centre a une question. Si vous voulez bien lui permettre de poser sa question. Ma question s'adresse au ministre du Logement sur la situation pour les centres d'accueil. Le 25 mars cette année, il avait dit qu'il allait régler le problème de logement pour les gens qui en ont besoin d'ici la fin de l'année, surtout en ce qui concerne le centre d'accueil. Dans sa déclaration, il parle de la construction de 3 000 logements locatifs. Cela ne répond pas aux besoins de Toronto seulement, où il y a une augmentation de l'ordre de 30 à 35 des gens qui ont besoin de ces centres d'accueil. Mais on ne parle pas seulement de Toronto. Il faut aussi parler de London, où il y a une augmentation d'utilisation de 30 à 35 À Ottawa, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de ces centres d'accueil. Et je peux dire, qu'est-ce que le ministre fait pour régler cette crise? Monsieur le Président, l'honorable député sait que mon ministère s'occupe des besoins urgents et les 3 000
logement locatif mentionné par le député, il sait que tous ces logements qui seront construits en 86-87 ne seront jamais suffisants pour combler tout le retard dans cette province. Et comme mes honorables collègues ont dit, nous parlons surtout du problème dans les centres d'accueil. Nous allons mettre sur place des programmes pour justement régler cette question. Question supplémentaire. À un moment donné, le ministre avait dit, il a parlé d'un logement pour tout le monde d'ici la fin de 87. Maintenant, il a besoin du soutien des membres de son comité et des autres ministres. Et le problème maintenant est encore plus grave parce que nous voulons que ce sont les agences de volontaires qui s'occupent de loger ces gens qui ont besoin de logement. Que faites-vous pour présenter un programme qui vise à aider les personnes qui n'ont pas de logement? Ce que je fais en ce qui concerne le problème de logement, vous savez déjà que c'était mon ministère qui était responsable du premier programme complet pour soulager la crise de logement dans cette province. Si cela n'est pas assez clair, je ne sais pas qu'est-ce qui est clair. De plus, Monsieur le Président, mon collègue, comme j'avais déjà dit, a mis sur place des programmes pour soulager cette crise. Nous travaillons en collaboration avec le ministre de la Santé et des Affaires communautaires et sociales pour régler ces questions. Nous avons fait beaucoup plus. Nous avons pu travailler en collaboration beaucoup mieux que tout votre groupe qui avait un mandat plus important. Et nous avons fait mieux. Nouvelle question. Un rappel au règlement. Il n'a pas répondu à la question. Il ne le fait jamais. Je ne sais pas si c'est vraiment où ça se situe dans les règlements. Le député de Bellwoods, s'il ne répond pas à la question, il n'aura jamais une promotion. Ma question s'adresse au ministre du Commerce. Et je suis sûre qu'il est au courant qu'en octobre, 144 ouvriers ont été mis à pied qui travaillaient dans Mills Falls. Et vous vous souviendrez que je vous ai posé une question à propos de Abitibi plus tôt au cours de cette session. Étant donné que Abitibi a viré 10 millions de dollars pour des pensions excédentaires afin de tenir compte des coûts des contributions actuelles qu'ils ont à faire, alors que pendant ce temps, les employés payaient 5 % plus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant à ces 144 ouvriers qui sont congédiés et qui n'ont pas d'argent maintenant, étant donné qu'Abitibi l'a donné ailleurs et qu'Abitibi ne tient absolument pas à les aider avec des prestations de pension suffisantes? Avant qu'on ne puisse faire quoi que ce soit pour les régimes de retraite, il faut faire des demandes à la Commission sur les pensions de retraite. Une fois que c'est fait, cette commission examine les faits et à ce moment-là, on donne un certain avis et on dit que tout ce qui doit être retiré le sera. Et ceci donne entre autres la possibilité de soulever la question et de la poursuivre aux tribunaux. Oui, je suis sûre que le ministre n'a pas l'intention de donner ces renseignements si incorrects, mais certainement, il est au courant qu'il faut pouvoir faire la demande auprès de la Commission pour justement récupérer ces fonds. Ils l'ont fait et voici ce qu'on a pu obtenir de la part de cette Commission. Toute la journée hier au cabinet, on a discuté. Et ici, on a parlé de la loi sur la margarine, sur les véhicules motorisés et d'autres articles qui sont bourrés de certaines fibres. Et on perd son temps, on tergiverse
et on fait des choses plus ou moins importantes. Quand est-ce que donc allez-vous proposer cette loi pour qu'au moins les partis de l'opposition puissent proposer des motions pour qu'on mette fin à ce vol de l'argent de ces travailleurs? Monsieur le Président, le député saura que s'il existe un déficit dans ce plan, dans ce cas-là, c'est à la compagnie de trouver les fonds nécessaires. Également, ils sauront qu'aucun fonds n'a été soustrait à ce régime et que ceci respecte tout à fait la loi sur les régimes de pension. Maintenant, on va proposer cette loi sous peu. Voilà, en guise de réponse à votre supplémentaire. Question, nouvelle question. Le député de Wentworth. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre de la Communauté et des Affaires sociales. Le ministre sait, je suis sûre, que les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, en fait, posent un problème auprès des foyers où ils se trouvent, parce que ces personnes ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24. Le ministre sait certainement que dans certaines villes comme Toronto, il n'existe pas de centre pour les victimes de la maladie d'Alzheimer. Étant donné le besoin meilleur que l'on doit offrir ici et que le gouvernement ne tient pas compte d'une recommandation de ce parti pour offrir un programme de 13 millions de dollars pour venir en aide aux victimes de la maladie d'Alzheimer. Monsieur le Président, ce gouvernement a affecté 4 millions de dollars au cours de la dernière année pour beaucoup de projets études, et ce, répartis dans la province, afin de trouver la meilleure façon avec laquelle on peut travailler avec les familles de personnes atteintes d'Alzheimer. Et également, nous avons essayé d'établir certains modèles de communauté afin de pouvoir voir comment nous pouvons donc offrir des services à ces victimes. Le député saura aussi que certains foyers pour les personnes âgées, par exemple dans la commune Haute-Verne de Toronto, la Providence Villa, a des services spéciaux offerts aux personnes atteintes d'Alzheimer. Par conséquent, c'est ce que nous sommes en train de faire à long terme. Oui, Monsieur le Président. Encore une fois, j'aimerais savoir ce que le gouvernement a fait à cet égard, à part les petits programmes que vous avez indiqués. Qu'est-ce que votre gouvernement a fait pour suivre les recommandations faites par le comité sur les foyers pour les personnes âgées, outre les projets pilotes? Eh bien, Monsieur le Président, certainement le député est au courant du fait que ce n'est pas de notre ministère que relève l'organisation de ces foyers pour personnes âgées. Et je suis sûre que mon collègue, le ministre responsable de la Santé, travaille de son point de vue. Je suis responsable pour les projets de communauté, pour les groupes au sein des foyers, mais nous sommes en train de faire quelque chose, mon collègue et moi. Et le deuxième aspect, Monsieur le Président, c'est que même le personnel médical qui travaille de très près avec ces victimes de la maladie d'Alzheimer sont d'accord de dire qu'on manque encore beaucoup de renseignements à savoir quels sont les meilleurs services que l'on puisse offrir justement à ces victimes. Par conséquent, ils ont été très heureux de recevoir ces 4 millions de dollars. C'est la première fois qu'on a une telle somme offerte pour ceci. Donc, de pouvoir obtenir cet argent pour venir en aide aux victimes de la maladie d'Alzheimer. Et je crois que c'est là déjà un travail de base fort important que nous sommes en train de faire. Nouvelle question, le député de Scarborough-West. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Logement. Oui, concernant justement la garantie de 4 %, vous avez dit qu'en moyenne, les augmentations des loyers seraient de l'ordre de 4 %. Et alors, les personnes qui habitent Keewatin Avenue dans ma circonscription, qui habitent donc des immeubles et à qui on vient de dire qu'ils auront à faire face à une augmentation de 6 % à partir du 1er janvier. Et d'après eux, ça serait en tenant compte de l'inflation ou encore d'après vos recommandations dans le projet de loi 51. Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais dire à mon honorable collègue que le projet de loi 51, je ne sais pas maintenant si ces édifices datent d'avant ou d'après 75, mais s'il s'agit d'avant 75, ils ont été construits avant cette date, donc il y a certains principes directeurs. Et je suppose que si l'augmentation
Et de plus, dans ce cas-là, on obtiendra les renseignements nécessaires de l'honorable député afin qu'on puisse protéger ces personnes. Et si le propriétaire peut justifier ces augmentations en deçà des principes directeurs, alors il doit être en mesure de le faire auprès d'un conseil ou de la Régie des loyers de l'Ontario. Supplémentaire, le ministre aurait dû rencontrer, comme je l'ai fait aujourd'hui, les résidents de Millside Towers de Milton qui ont eu certaines chances, mais déjà, ils ont une augmentation de 15 % de leur loyer et ils s'attendaient à ce que le gouvernement promette justement cette augmentation de 4 %. Est-ce que le ministre est en mesure aujourd'hui d'indiquer qu'il est peu probable ou plutôt que le ministre puisse indiquer que c'est bien vrai qu'ils n'auront pas la différence entre les 15 % et les 4 % que vous avez promis? Oui, lors de certaines rencontres, Monsieur le Président, avec l'Association des locataires, je leur ai indiqué qu'avec la collaboration de mon honorable député et de l'opposition officielle, que les 4 % pour cet édifice-là seraient rétroactifs en 1985. Et je suis sûre qu'on verra cette rétroactivité donc à partir du 1er août 1985. Et par conséquent, ça prend un certain temps pour que ça passe parce qu'on en a parlé en mois de juillet. Et je puis assurer ces locataires que cette imposition de 4 % sera efficace, en vigueur, et que si ce n'est pas le cas, il faudra dans ce cas-là en parler auprès de la Régie des loyers de l'Ontario. Nouvelle question, député de Sudbury. Monsieur le Président, ma question s'adresse au solliciteur général et je crois qu'il s'attend à ce qu'on lui pose cette question. Oui, vendredi, Monsieur le ministre, ou plutôt Monsieur le Président par l'entrouchement du Président, des épiceries de Sudbury ont demandé l'autorisation de rester ouvertes dimanche et ils l'ont fait. ANP, Loblaws et Food City ont indiqué, ou plutôt les deux premiers sont ouverts aujourd'hui et Food City a indiqué qu'il serait ouvert dimanche prochain. Et le président de Loblaws a indiqué dans un communiqué ce qui suit. Il a indiqué qu'étant donné qu'il n'y a pas de leadership politique et juridique dans cette question, ceci a ouvert les vannes en quelque sorte. Et j'aimerais savoir, Monsieur le ministre, si vous allez défendre les intérêts des mandants et des miens, des employés et de ces personnes qui œuvrent dans la région de Sudbury, qui pensent que le dimanche est une journée sacrée, que l'on doit dévouer à sa famille, au repos et autres activités. Et que, avec la loi sur les congés, on ne verra quand même pas justement l'appel le dimanche. Comme le dira le député sait, qu'on attend justement les résultats d'une question qui est traitée en tribunal. Et certes, on sait que ces 3 magasins ont des succursales dans beaucoup de villes et nous avons vu que certes, il y a eu beaucoup de chefs d'accusation portés à l'égard de ces compagnies. Nous appliquons la loi comme elle est en valeur aujourd'hui et nous appliquerons les modifications lorsque nous obtiendrons les résultats. Et certes, toute une panoplie de causes proposées en tribunal redresseront la situation. Oui, Monsieur le Président, je m'adresse au ministre. Hier, j'ai reçu un appel d'une fan qui était bouleversée. Elle travaille pour un de ces magasins et elle m'a dit, est-ce qu'il n'existe pas une loi au niveau provincial? Est-ce que je n'ai pas une certaine protection provinciale? Parce que si on me dit que si je ne refuse d'aller au travail dimanche parce que je pense que c'est une journée sacrée, est-ce que donc, si je refuse d'aller travailler dimanche, est-ce que j'ai une certaine protection de la part
de la loi. Et ce que j'aimerais vous demander, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, j'attends un petit peu le silence pour que je puisse poser ma question. Je n'ai pas posé ma question. Oui, mais votre mandant vous a demandé est-ce que la loi vous la protège. Bon, alors rapidement, posez votre question. Êtes-vous prêt d'accepter les... À Londres? Peut-être il vaudrait mieux que j'attende patiemment que tout le monde se taise et en espérant que l'honorable député de Sudbury pose sa question. Comme vous le savez, donc, c'est la recommandation d'un groupe de travail qui traitait de cette question, à savoir qu'un employé d'un magasin d'alimentation aurait une certaine protection lorsqu'il se ferait embaucher, c'est-à-dire qu'il ne risquerait pas de perdre son emploi parce que cet employé a certaines notions concernant le caractère sacré des dimanches. Êtes-vous pas prêt justement à accepter qu'un employé ait besoin de sa journée de repos, de respect et sa journée en famille? Il est clair que j'appuie la loi comme elle existe maintenant et jusqu'à ce que les tribunaux ou la Cour décident autrement, on ne peut rien faire. On sait qu'une fois que la réponse sera divulguée et qu'elle soit positive, et je pense qu'elle le sera, alors dans ce cas-là, on pourra discuter de cette question dans un comité tripartite et on ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il y ait des changements qui viennent de haut. Et pour l'instant, il faut appliquer la loi comme elle existe. Nouvelle question, député de Lakeshore. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Cela parle de Trimtech Systems Incorporated pour les systèmes d'épuration d'eau dans la ville de Toronto. Est-ce que le ministre peut nous donner une de ses réponses célèbres, oui ou non, à savoir s'il a l'intention de traiter de cette proposition dans le cadre de la loi sur l'environnement pour justement offrir toute la protection nécessaire? Oui, le député sait que je ne voudrais, qu'elle ne veut pas que je donne une réponse simple à une réponse si compliquée. Parce que, bien sûr, la députée saura qu'il y a beaucoup de facettes à cette question qui a été posée et qu'il faut les respecter. Je puis indiquer aux députés que je tiens compte de tous les facteurs ici qui relèvent de cette question et l'une des raisons pour lesquelles il y a eu des préoccupations qui émanaient de Race Facilities, c'est parce que on doit voir quel genre de matériaux qui seront déversés dans cet incinérateur et voir d'où viennent ce qui va être déposé dans cet incinérateur et on doit également voir quelles autres formes de technologie il existe. Je comprends la députée et c'est certes une source de préoccupation. Le député de Oakville l'a également indiqué, mais j'aimerais indiquer que certes, cette question nous préoccupe depuis longtemps et j'espère, ou je pense plutôt, qu'on obtiendra une décision sous peu. Eh bien, Monsieur le Président, il s'agit en fait d'une question tout à fait simple. Il existe ou il va exister des installations qui se trouvent à 1 mile de Queen's Park, qui va donc incinérer divers matériaux. Et j'aimerais savoir pourquoi le ministre se refuse à prendre une décision rapide ici, étant donné surtout qu'on a parlé de la technologie, la meilleure technologie possible qu'on pourrait l'avoir. Et pendant ce temps, pour la ville de Détroit, on réclame certaines précisions, alors qu'il n'est pas prêt à demander ici qu'on ait la meilleure technologie possible au cœur même de la ville de Toronto. Je crois que le député serait d'accord avec moi de dire qu'il y a une différence entre avoir des eaux denses et s'assurer que la meilleure technologie soit placée sur tout incinérateur, que l'on ait droit de se servir dans la province de l'Ontario. Je puis assurer le député que nous avons autorisé, lorsque nous avons autorisé l'utilisation de ces incinérateurs, on se sert toujours de la meilleure technologie, de la technologie de pointe.
pas la technologie qui sera en vigueur à Détroit, parce qu'on brûle là toutes sortes de déchets municipaux et des déchets divers, toutes sortes de nature de ces déchets. Mais cela a suscité beaucoup de réactions, mais il y a d'autres propositions également. Donc, technologie de pointe sera utilisée et dans tous les incinérateurs. Et deuxièmement, il y aura des audiences publiques qui auront lieu et je veux m'assurer que la meilleure possibilité soit offerte aux personnes qui vont peut-être s'opposer à ces questions et que les personnes qui examinent cette proposition puissent apporter des preuves et qu'ils ne sont pas en mesure de le faire au Conseil. Dans ce cas-là, le Conseil le refusera. Nouvelle question. Le député de Simcoe-Est. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au ministre de l'Environnement. Un dépotoir dans ma circonscription a dû fermer en 1977 et cette partie de ma circonscription n'a donc plus d'endroit pour déposer leurs déchets. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que le ministre a l'intention de faire pour les résidents de Tiny Murray. Comme le député le sait, vous parlez de Tiny Township et comme vous le savez, il y a un comité justement sur les déchets qui ont été établis dans la région afin d'examiner toutes les propositions, les possibilités dans cette région. Et le député se souviendra des circonstances fort tristes qui existaient autrefois avec le dit dépotoir. Beaucoup de personnes étaient préoccupées, surtout lorsqu'ils habitaient tout près. Et ceci a eu certains impacts sur le caractère hydrogéologique de ce site. Également, on pensait que certaines choses déposées dans le dépotoir s'étendaient ailleurs. Et par contre, nous voulons choisir un nouveau site ou bien plus précisément une nouvelle méthode d'éliminer les déchets. Par conséquent, on a pu sonder l'opinion publique dans la région. On a créé un comité. Les rapports commencent à venir et je puis indiquer que bientôt, on aura un rapport et on tiendra compte de divers aspects qui ont été énumérés. Oui, plusieurs fois déjà, on en a parlé, mais j'aimerais demander au ministre s'il pourrait nous fournir certaines explications de sa politique, c'est-à-dire où il tient à fermer ce dépotoir, le limiter, mais d'un autre côté, il n'offre pas de solution de rechange parce qu'il y a eu beaucoup de sites qui ont été examinés et à chaque fois, le ministre ralentit le processus parce qu'il pense que cela ne répond pas aux critères. Vos critères sont sévères, Monsieur le ministre, mais j'aimerais que vous nous indiquiez comment vous vous attendez à trouver un site dans le comté de Tiny Township. Oui, Monsieur le ministre, nos règlements et nos exigences sont certes sévères, comme l'a indiqué les députés, et je veux que ce soit comme ça, afin que nous n'ayons pas à confronter des problèmes comme nous avons eu à confronter autrefois. Je sais qu'il aimerait s'assurer que tous les sites à l'avenir et les méthodes de traiter de ces déchets soient bons. Et certes, cela crée des problèmes au niveau de la localisation d'un site ou d'un dépotoir. Et certes, c'est le désir d'une municipalité ou de diverses municipalités de choisir le site le plus politiquement acceptable, alors que on devrait peut-être en choisir un qui soit acceptable du point de vue de l'environnement. Et je suis sûre que les citoyens de la ville sont prêts à aider le gouvernement de l'Ontario quant au choix du site et à offrir des propositions. Et du fait, il existe divers comités, justement, de l'environnement pour étudier la question. Nouvelle question, le député de Hamilton-West. Oui, je m'adresse à vous, mais en fait, au ministre de l'Éducation. On saura que la semaine dernière, Matthew Gallagher, qui souffre de paralysie cérébrale, qui est sourd et qui est aveugle, assiste une école normale, donc de Brantford. Et
Le ministre sait que les parents ont eu beaucoup de mal pendant 2 ans à discuter avec le président du conseil et des conseillers scolaires et des parents. Et ceci relève donc de son ministre. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce qu'il fait pour que les enfants qui cherchent à intégrer leurs enfants qui souffrent de certains handicaps au système scolaire normal et qui ne soient pas obligés de passer par de telles acquisitions? Oui, je suis au courant de la situation auquel vous faites allusion. On en a parlé récemment, quelquefois. Je puis indiquer à l'honorable député qu'au sein de l'Assemblée ici, nous avons des lois qui existent justement à l'égard des enfants surdoués ou des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Et certes, il y a eu des conseils qui en ont discuté, le député le sait. Et d'après les 5 années d'expérience, on peut voir comment on peut ou pas approuver ce genre de programme. Et je crois que bientôt, on pourra venir avec la loi nécessaire, supplémentaire. Est-ce que le ministre peut s'engager que, compte tenu des circonstances, il va prendre ces suggestions en considération? Est-ce qu'il va étudier l'intégration, le programme d'intégration qu'on a à Hamilton, et est-ce qu'il veut bien jeter un coup d'œil au succès de ces programmes? Est-ce que le ministre est prêt à l'établissement des programmes audiovisuels qui pourra servir aux commissions scolaires, aux conseillers et aux parents afin de les sensibiliser aux possibilités qui peuvent être présentées? Et troisièmement, est-ce qu'il peut étudier une espèce d'arbitrage entre les parents et les commissions scolaires avant que la situation ne s'aggrave? L'honorable député sait que la loi telle qu'elle existe comprend des dispositions pour régler certaines disputes. Je suis prêt à accepter que le mécanisme n'est pas parfait, mais je voudrais quand même dire au l'honorable député que ces conseils sont très précieux et je serais très heureux de l'encourager à participer au débat, qu'il s'agisse dans cette Assemblée ici ou au sein des comités. Je suis très heureux qu'ils aient soulevé cette question et je suis sûr que nous pouvons travailler ensemble afin de pouvoir régler ces questions qui se sont présentées pendant les 5 ou 6 ans depuis l'adoption de la loi 82. Le député de York Centre, ma question s'adresse au ministre des Affaires sociales et communautaires. C'est une question qui concerne les femmes qui reçoivent l'assistance sociale. Il s'agit des allocations familiales et des allocations des veuves. Il n'y a aucun avantage pour les médicaments, etc. Quelle est la position de votre ministère? Monsieur le Président, quand on avait annoncé ces mesures, plutôt quand le gouvernement fédéral avait annoncé ces mesures, les gens qui recevaient des allocations familiales devaient recevoir et qui recevaient des indemnités, des prestations de conjoints auraient la possibilité de continuer à recevoir ces prestations. Je crois que le montant en question, c'était de l'ordre de $100 par an. Dans des cas où il y a des besoins médicaux qui dépassent le cadre de $130, on peut faire une demande auprès de l'Agence d'assistance sociale dans la communauté. Dans le cas où il y a une situation particulière, et il y en a eu quelques-unes, à ce moment, on peut faire une demande pour un décret spécial qui nous permettrait d'augmenter les prestations des allocations familiales. Par conséquent, il y a 3 méthodes de demande. Question supplémentaire. Est-ce que le ministre veut dire qu'il y a personne actuellement qui souffre à cause de l'absence de ces prestations?
Mais pour de nombreuses personnes, le processus est très difficile. Je comprends que le montant supplémentaire existe, mais je comprends aussi qu'il y a toutes sortes d'obstacles qui se trouvent sur le chemin. N'y a-t-il pas une méthode plus facile? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, si l'honorable député parle du même programme dont je parle, à ce moment, on parle des gens qui ont atteint 60 ans. Par conséquent, il est peu probable qu'ils vont essayer de trouver un autre emploi ou d'autres gagne-pain. Je veux dire qu'il n'y a personne qui soit vraiment financièrement à un désavantage à la suite de ce changement de programme. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mécanisme en place pour étudier des cas particuliers. Mais il y a davantage de gens qui ont un avantage plutôt qu'un désavantage. Pour ce qui est des cas individuels, nous sommes prêts à les étudier cas par cas. Nouvelle question, le député de Windsor-Riverside. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Je voudrais lui demander pourquoi le gouvernement avait accepté le transfert de terre dans la ville de Windsor au profit de Canadien National qui va recevoir 500 apprends sans sans garantie pour la construction des logements locatifs dans cette région. La fin de semaine, il avait dit que ces terres serviront à la construction des appartements de luxe. Monsieur le Président, les terres dont on parle, la vente de ces terres a été approuvée par la Société des terres de l'Ontario et cela va permettre à Windsor de participer à la construction. Et c'est ces municipalités, ces villes qui s'occuperont des négociations. Je n'avais rien à voir avec les autorités de Windsor.